fêter les 10 ans du fooding et les 10 ans de partenariat avec San Pellegrino, c'était de rendre hommage à différents points très importants aussi bien pour Sampé que pour nous. C'est-à-dire la création graphique et puis aussi les chefs, donc toute la programmation des chefs, 18 chefs qui se relaient, qui pour nous sont les chefs, on va dire, il en manque forcément, mais des vrais chefs fooding, avec un casting entre guillemets hyper hétéroclite. Le discours du fooding avec les chefs et la cuisine, c'est de dire qu'il y a un moment pour tout et qu'on peut très bien aimer un 3 étoiles Michelin qu'un petit resto, qu'il n'y a pas de règles et que du moment que c'est fait avec sincérité et que c'est une cuisine de cœur, c'est formidable. La bistronomie a pris une place, mais grâce au fooding aussi, grâce aux médias. Mais le fooding a été dans les premiers à parler de cette bistronomie. Voilà, c'est Alex qui a sorti ce mot, tout le monde a repris. Et voilà, je pense que le fooding c'est un esprit. Voilà, c'est un esprit. Il faut être convivial, il faut aimer les gens, il faut aimer la vie, il faut être généreux. Notre cuisine elle est généreuse. Et voilà, et on se retrouve vraiment dans le fooding. C'est ça, c'est très simple pour moi le fooding. C'est un esprit. Les cuisiniers, voilà. Il faut un bon esprit. Pour comprendre le fooding, il faut être généreux. Oui, c'est des contre-pieds du Michelin. Même après le Michelin, il le faut. Il faut qu'il existe. Il existe depuis, je ne sais pas combien, depuis 100 ans. Il faut qu'il existe. Mais je pense que le contre-pied, je pense que le fooding, il le faut. Et voilà, tout le monde peut, dans le paysage de la gastronomie, il faut de tout. Et le fooding, voilà, nous, c'est notre génération en plus, le fooding. Aux autres événements du fooding qui sont les grands foodings d'été ou des choses très très grandes avec 2000 personnes, on voulait créer quelque chose de peut-être plus intime où les chefs rencontrent vraiment le public, où le public rencontre vraiment le chef avec aussi une idée du temps qui passe, avec une passation, avec cette histoire de bouillon perpétuel où chaque chef a repris le bouillon, la fin du bouillon de l'autre, donc il y a une espèce de passage de relais de talent. Mettez un peu de bouillon là. Yves il m'a tout laissé comme ça propre. Il m'a dit surtout tu le rends bien Alberto bien propre. Alors tu vois, t'as tout nettoyé. Yves il m'a laissé un peu de bouillon, mais il m'a laissé comme ça. Alors moi je t'ai laissé comme ça. Regarde ce qui reste. Voilà. D'accord. Bouillon d'anguille et fumé, pomme verte. Ok. Toi tu sais faire tout alors ça va être facile pour toi. Sinon, ça s'est super bien passé, bonne ambiance, convivial, impeccable. Okay. Alberto, je te laisse parce que j'ai du boulot. Bonne continuation, à la prochaine. Salut. Moi j'ai connu le début du fooding, quand même le fooding ça s'ouvre partout. Là ils sont à Milan, ils sont à New York, à San Francisco. Attendez, ils font bouger les choses. Moi je pense oui, que le fooding c'est un esprit mais qui va partir, qui est parti, voilà, qui part en Italie, en Europe, qui part aux États-Unis. Ouais, c'est un vrai esprit. Ils ont fait quelque chose. Ouais. Ça nous ressemble, moi j'ai 40 balais, c'est des générations, ils nous ont connus, on avait 30 balais quand on s'est installé. On était jeunes, on avait dans l'homme, on voulait réussir dans ce qu'on voulait faire. Il fallait être soutenu parce qu'à l'époque, il y a 10, 12 ans, 15 ans, on parlait du Michelin et c'est tout. Il y avait le Michelin et c'est tout. Donc nous, le bistronomie, on s'est positionné sur un marché, il a bien fallu, on était content d'avoir le fooding qui a dit tiens, cette génération, elle fait quelque chose, elle fait bouger la cuisine. Il n'y a pas que le Michelin, c'est important. Après, le Michelin, il le faut, hein. Attention, on ne crache pas non plus dans la soupe. Parce que moi, j'ai appris le premier dans toutes les maisons étoilées de France. Mais après, j'ai fait mes restaurants, je me retrouve plus dans l'esprit fooding. On a entendu parler de cette opération sur internet et puis par des amis, des collègues, tous fans de gastronomie. On a tenté de s'inscrire et on a eu la chance de trouver une date disponible. Ce qu'on attend, c'est... Déjà d'être surpris, d'avoir la chance de pouvoir découvrir un chef dont on a forcément plus ou moins entendu parler. Et puis voilà, de se dire, bah voilà, on met un nom sur une nourriture, on la découvre à un coût qui est franchement intéressant, il faut bien le dire.
une belle opération. Et puis voilà, c'est vraiment l'enrichissement personnel de se dire voilà, aujourd'hui on vient voir tel chef, on va avoir la chance de déguster ce qu'il fait. Ça s'est un peu plus démocratisé grâce à de nouveaux chefs voilà, qui sont venus récemment. Je pense au Châteaubriand, à la Bigarade, des choses comme ça. C'est des nouveaux chefs qui n'ont pas eu peur d'oser de proposer des menus à 45 € pour des étoiles Michelin. C'est quand même assez rare. Donc voilà, ça a bousculé un peu ce monde fermé de la gastronomie étoilée. C'est 10 ans de collaboration parce qu'on a participé il y a 10 ans au premier repas du fooding à Alcazar avec le pot-au-feu de cochon. Et aujourd'hui, pour le 10e anniversaire, on refait le pot-au-feu de cochon aux épices qui a permis aussi à l'avant-goût, mon restaurant, de se faire connaître. Aujourd'hui, sur le monde des guides et des critiques, il y en a à foison. Donc je pense que chaque guide, chaque critique ont leurs propres normes pour juger les restaurants, pour les classer. Et quand vous faites la synthèse de tout ça, nous par exemple à Morgon on est pratiquement dans tous les guides, donc il n'y a pas de contre-pied. Après on correspond peut-être plus à certains courants, je dirais peut-être plus on est plus dans le courant fooding ou parce que moi je préfère un restaurant beaucoup plus décontracté qu'un restaurant étoilé comme j'ai connu pour apprendre la cuisine. Je me sens plus à l'aise, donc c'est surtout pour ça que j'ai choisi de travailler plus dans un bistrot que dans un grand restaurant. Et on est presque nés en même temps. En train de vivre une aventure à Paris formidable et chaque fois qu'ils font des choses, on est presque toujours là. On est monté à Paris pour vivre la gastronomie à Paris. Pour moi, comme je ne suis pas d'ici, il m'a choqué vraiment cette histoire de partage et de faire la bonne nourriture dans tous les endroits, de chercher toute la nouveauté et de voir qu'on peut bien manger n'importe où, dans tous les domaines de la restauration, et que vraiment il y a un moment pour tout. Pour un bon sandwich, pour un bon McDo, pour un bon steak, pour tout. Et ces gens-là, ils nous découvrent tout ce qu'il passe sur la ville. Et ça, c'est exceptionnel. Le fooding, c'est des jeunes gens qui se décarcassent pour trouver des adresses sympathiques aussi bien dans l'assiette que dans l'histoire que veut raconter la personne qui est derrière l'établissement. Ça peut être, ils ne jugent pas comme d'autres critiques ou d'autres guides que l'assiette, que le décor, ça va plus loin que ça. Il y a une vraie philosophie, il y a un vrai travail des personnes qui viennent manger. Moi je sais que avant de faire partie, d'être dans le guide du fooding, ils sont venus manger au moins 7-8 fois, peut-être même plus, sans jamais se présenter. Moi je ne les connaissais pas et il y a très peu je pense à l'heure actuelle, il y a très peu de guides qui se déplacent autant dans les restaurants et qui vont vraiment manger, goûter, et puis après, quand ça leur plaît, prennent contact, discutent, cherchent à s'intéresser, savoir pourquoi, comment, et puis voilà, on ne reste pas à la cuisine, que de la cuisine, que du service, et pas un restaurant, pour moi ça va plus loin que ça, il y a une histoire, il y a des messages qu'on essaie de faire passer aux gens, et ils essayent de s'intéresser, même si moi j'essaye de faire une cuisine assez classique, enfin reprenant des classiques et en les mettant au jour le jour. Il y a d'autres restaurants qui vont travailler une cuisine très moléculaire, et ils essayent de comprendre et de comprendre chaque restaurant, chaque personne, et ils mettent en avant ça. Ils n'ont pas un seul critère de sélection et ils choisissent tous leur restaurant dans le même critère. Non, ils sont assez ouverts. Et ça, moi je trouve ça génial et on arrive à avoir de belles discussions avec eux, constructives. Et faire des choses comme on a fait aujourd'hui qui sont très intéressantes. Vraiment une idée, c'est un peu un hasard. D'abord j'étais très frustré de voir ce qui se passait en 97, 98, 99 en France au niveau de la gastronomie, des restaurants, parce qu'il se passait tellement de choses intéressantes un peu partout dans le monde. C'était beaucoup plus vivant, beaucoup plus décomplexé. Et en France, on avait 3-4 types de restaurants possibles. C'était le bistrot, à pot-au-feu, le grand gastro, hyper Michelin, Robuchonnière, etc. On avait également le resto à thème style chinois, pizza, voilà, la brasserie, et puis peut-être le resto branché où on mangeait très mal.
qu'est-ce que c'est qui va faire que la France ne va pas devenir un musée de la grande gastronomie. Et donc à partir de là, on a continué à faire notre travail de journaliste à plusieurs. On a essayé de voir tout ce qui était nouveau, ce qui était vif, intelligent, intéressant, ce qui méritait d'être un petit peu mis en avant pour que ça donne des idées aux autres. Et pour faire connaître toutes ces nouveautés, toutes ces innovations intéressantes, on a à la fois créé un guide, un site internet et des événements. Et donc tout ça, c'est trois médias qui nous ont servi à mettre en avant ce que nous on considère comme étant le goût de l'époque. Et ça s'est plutôt bien passé, voilà, ça fait 10 ans, alors qu'au départ on nous donnait 10 jours, puis 10 semaines, puis 10 mois. Et voilà, on en est déjà à 10 ans. On travaille énormément. C'est pas facile d'être à 10 et d'organiser en même temps, dans la même année, un événement à Milan, un événement à New York, un événement à Paris, un événement à Bruxelles. Et en étant 10, de sortir un guide, une application iPhone, de faire un site internet qui soit meilleur que les autres sites internet de bouffe. Enfin, plus exigeant en tout cas. On paye toutes nos additions, on essaie de faire un vrai travail. Donc voilà, le bilan il est qu'on a réussi à faire ce qu'on voulait faire. Ça a pris du temps. Peut-être que si ça avait été plus rapide, peut-être qu'on n'en serait pas là, peut-être qu'on se serait cassé les ailes plus tôt. En l'occurrence, on avance tout doucement. C'est qu'au-delà des chefs qu'on a mis en avant, mais aussi au niveau journalistique et même au niveau de l'édition, il y a des auteurs comme Keda Black ou des critiques gastronomiques comme François-Régis Gaudry ou comme Elvira Masson ou Marie-Aline qui vient de récupérer les pages gastronomiques de GQ. Tout ça, c'est des gens qui ont vraiment commencé dans la bouffe au fooding. Et ça, c'est aussi une très grande fierté. C'est-à-dire que dans une certaine mesure, on se fatiguerait au bureau du fooding, on déciderait d'arrêter. Il y a déjà le témoin a déjà été passé. Le coup de pied dans la fourmilière, c'était de dire qu'il n'y avait pas un grand chef et un petit chef, qu'il n'y avait que des chefs bons ou des chefs pas bons, et chacun dans leur registre, dans des additions à 150 ou dans des sandwichs à 10 €. Et si vous regardez l'événement qu'on fait là, il y a une gamme de chefs très étendue, il y a 18 chefs, il y en a un qui a 3 étoiles Michelin, parce que c'est Pascal Barbon, on l'avait primé en 2000 avant qu'il ait même sa première étoile, on avait adoré sa cuisine, donc c'est normal qu'il soit présent. Mais à côté de ça, vous en avez qu'on n'a pas une seule et qui sont juste des chefs de petits bistrots sympas à Paris où on mange pour 35 €. Donc en fait, et tous ces chefs-là, on a une couverture de presse immense sur ce restaurant éphémère et très, très abondante. Et on voit bien que les journalistes maintenant ne font pas le papier parce que Pascal Barbot est là, quoi. Ils font le papier parce que c'est le casting qui est intéressant. C'est vraiment le bout de l'époque. Donc de ce point de vue-là, oui, je pense qu'on a pas mal bougé. On doit beaucoup de choses à un grand monsieur qui s'appelle Jean-François Bizot et qui est décédé il y a quelques années et qui est le fondateur d'Actuel, Nova, tout ça, qui m'a appris tellement de choses et chez qui j'ai pu lancer le fooding. Et puis après il y a toujours la partie moins glamour mais qui est essentielle, c'est de tomber sur des gens qui sont d'accord pour vous accompagner financièrement avec des moyens et en vous écoutant. Et c'est vrai qu'on a trouvé non seulement un partenaire, mais un partenaire à l'écoute. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, San Pellegrino, c'est une belle histoire. Il n'y a qu'à regarder le mur là dans l'entrée, avec toutes les créations qu'on a pu faire spécialement pour eux, parce qu'ils avaient vraiment envie de rentrer dans l'univers fooding. Ça a vraiment été une rencontre. Chacun faisait un pas pour se rapprocher de l'autre. On n'était pas dans un registre on est au service de la marque San Pellegrino. San Pellegrino, c'est l'antithèse et en même temps de Jean-François Bizot, et en même temps ça a permis de faire la synthèse qui est le fooding. Tout, il était cuisiné avec San Pellegrino. C'est très important. C'est ça. Ils sont bien les